Est-ce que vous vous demandez comment fonctionne Internet et les réseaux? Dans ce cours, je vous propose de m'accompagner dans ce voyage sur l'univers des protocoles TCP/IP. Nous allons découvrir ensemble comment des protocoles comme TCP, UDP, DNS, HTTP et bien d'autres permettent à nos appareils de communiquer. Vous apprendrez les bases essentielles pour comprendre et maîtriser ces technologies. Dans ce cours, nous allons voir différents protocoles d'un réseau TCP/IP. Le protocole TCP est l'un des principaux protocoles utilisés dans un réseau TCP/IP. C'est un protocole orienté connexion, c'est-à-dire qu'une session doit s'établir entre deux équipements pour qu'ils puissent communiquer. C'est ce qu'on appelle une connexion à trois voies. Par exemple, on a ces deux PC qui souhaitent échanger en utilisant le protocole TCP. Dans la première étape, l'ordinateur va envoyer un message de type SYN. Ensuite, le PC à l'autre bout, celui qui reçoit le paquet SYN, va envoyer un message du type SYN-ACK pour dire qu'il l'a bien reçu. Et enfin, l'autre PC en accusera aussi la réception par un message de type ACK. Et c'est seulement après avoir validé ces trois étapes que les données pourront être livrées. La chose la plus importante à retenir à propos de TCP, c'est qu'il garantit la livraison des données. Ce qui veut dire que si un paquet de données est perdu, eh bien TCP le renverra. Passons maintenant au protocole UDP, qui est très similaire à TCP. Car UDP sert aussi à envoyer et à recevoir des données, sauf que la principale différence avec TCP, c'est qu'UDP est un protocole sans connexion. Ce qui signifie qu'il n'établit pas de session et ne peut donc pas garantir la livraison des données. Lorsqu'un ordinateur va envoyer ses données en utilisant le protocole UDP, il ne va pas se soucier si les données sont bien reçues à l'autre bout. Changeons de protocole pour passer au DNS, qui se traduit littéralement par système de nom de domaine. C'est ce qui permet de résoudre les noms de domaine en adresse IP. Dans le monde des réseaux, les ordinateurs ne portent pas de nom, contrairement à nous les humains. Ils utilisent des chiffres. C'est-à-dire que quand vous saisissez l'adresse google.com dans votre navigateur, eh bien le serveur DNS fera une recherche dans sa base de données pour trouver l'adresse IP qui correspond à ce nom de domaine. En fait, le DNS fonctionne un peu comme un annuaire téléphonique. Quand vous voulez trouver un numéro de téléphone, eh bien vous recherchez plutôt par le nom et non par le numéro. On va maintenant parler du NAT, qui permet de traduire un ensemble d'adresses IP en un autre ensemble d'adresses IP. La traduction d'adresse réseau, le NAT, est généralement plutôt utilisée sur les routeurs. Par exemple, ici nous avons un petit réseau privé composé de 3 ordinateurs qui utilisent un ensemble d'adresses IP privées. Rappelez-vous, ces adresses ne sont pas routables sur Internet. Ces 3 PC sont raccordés à un switch et le switch est connecté au routeur avec son adresse publique. C'est le routeur qui se chargera de la traduction d'adresse. C'est-à-dire que si un des PC souhaite communiquer vers Internet, eh bien son adresse privée sera traduite par l'adresse publique du routeur. Parlons maintenant de FTP, qui est un protocole de transfert de fichiers. Il permet l'échange de fichiers entre deux ordinateurs et plus exactement entre un serveur et un client. Alors il existe plusieurs façons de transférer des fichiers via FTP. Vous pouvez par exemple utiliser votre navigateur Internet ou bien utiliser un logiciel FTP. Il est important de noter que le FTP est un protocole orienté connexion. Donc à votre avis, il utilise TCP ou UDP? Pour transférer des fichiers, le protocole FTP utilise TCP. Dans la même famille des transferts de fichiers, nous avons le SFTP, qui est une version plus sécurisée que le FTP. C'est-à-dire qu'il ajoute une couche de sécurité. Les données qui utilisent le SFTP sont cryptées à l'aide d'un shell sécurisé pendant leur transfert d'un point à un autre. Ce qui veut dire que les données sensibles, comme les mots de passe, ne sont pas envoyées en clair. Toujours dans la même famille, on a le TFTP. Alors lui, il n'est pas utilisé pour transférer des fichiers sur Internet comme le fait FTP.
mais plutôt pour envoyer des fichiers sur le même réseau. Le TFTP ne dispose d'aucune sécurité, et contrairement à FTP, qui utilise le protocole TCP pour le transfert de fichiers, le TFTP est un protocole sans connexion, c'est-à-dire qu'il utilise UDP comme protocole de transfert. Cette fois-ci, changeons de famille, mais restons toujours dans les protocoles. On va parler de SMTP qui est utilisé pour envoyer des emails. Le protocole utilisé pour recevoir des emails est le POP3. Chaque fois qu'un email arrive sur votre serveur de messagerie, vous pouvez le récupérer à l'aide du protocole POP3 pour le télécharger sur votre ordinateur. Le rôle du POP3 est seulement de récupérer le courrier électronique du serveur de messagerie, pour ensuite le télécharger sur l'ordinateur. En général, une application qui l'utilise pour récupérer les emails sur l'ordinateur ne laisse aucune copie sur le serveur, à moins de le paramétrer spécifiquement dans le logiciel qui gère les mails, comme Outlook de Microsoft. Le POP3 ne s'occupe d'aucune synchronisation d'emails ou de dossiers, contrairement à l'IMAP4 qui lui est un autre protocole utilisé pour recevoir des emails. L'IMAP4 est très similaire à POP3 car ils sont tous deux utilisés pour récupérer des emails à partir d'un serveur de messagerie, sauf que l'IMAP a de meilleures fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez accéder et gérer vos emails sur le serveur à partir de votre ordinateur en local. Et contrairement au POP3, l'IMAP permet de synchroniser les emails et dossiers du serveur de messagerie avec tous vos appareils. Passons maintenant au protocole HTTP, qui est probablement le protocole le plus utilisé au monde aujourd'hui, car c'est lui qui permet d'afficher les pages web sur Internet. Par exemple, vous remarquerez que si vous tapez seulement google.com sur votre navigateur, eh bien le mot HTTP est ajouté automatiquement au début de l'adresse. C'est donc le protocole HTTP qui permet de récupérer la page web. Alors en HTTP, eh bien toutes les informations sont envoyées en clair, c'est-à-dire que les données ne sont pas chiffrées. Aucun problème si vous naviguez simplement sur des sites web pour de la consultation. Mais si vous avez des données plus sensibles à saisir, comme un mot de passe ou les numéros de votre carte bleue, eh bien ce ne serait pas prudent d'utiliser simplement de l'HTTP. C'est là qu'intervient le protocole HTTPS. En fait, le HTTPS, c'est simplement du HTTP avec en plus une fonction sécurisée car il va chiffrer les données qui circulent. Par exemple, si vous vous rendez sur le site web de votre banque pour vérifier votre compte, eh bien vous remarquerez qu'un S sera ajouté au HTTP dans l'URL web. Le petit S indique que vous êtes entré sur un site web sécurisé où des données sensibles peuvent être transmises. Ce type de données sera donc protégé. On va maintenant parler du protocole Telnet, qui est un programme utilisé pour accéder aux serveurs distants. Il s'exécute directement sur un ordinateur et permet d'envoyer des lignes de commande à distance. Et comme ce n'est pas une interface graphique, eh bien ça en fait un outil très rapide. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas du tout sécurisé, c'est-à-dire que toutes les commandes sont envoyées en clair. C'est pourquoi aujourd'hui, on l'utilise principalement pour accéder à des équipements faisant partie de son propre réseau en local et non sur Internet. Maintenant, il existe une meilleure alternative à Telnet qui est le protocole SSH, qui se traduit par Shell sécurisé. Il permet de protéger les données qui circulent sur un réseau contre les diverses attaques, ce qui est très utile si vous envoyez des informations sensibles comme des identifiants ou mots de passe. En fait, le SSH agit comme un tunnel sécurisé qui se forme sur la liaison, ce qui la protège des menaces extérieures. Et le dernier protocole que l'on va voir est le SNMP, qui est un protocole de communication permettant aux admins réseau de gérer les équipements, de les superviser et même de diagnostiquer des problèmes, et tout cela à distance. Avant de terminer le cours, nous allons parler d'une connexion logique utilisée par les programmes pour échanger des informations. Il s'agit des ports réseau. Ce sont des numéros allant de 0 à 65 535. Mais ne vous inquiétez pas, pour l'examen, il suffira juste d'en apprendre quelques-uns.
Voici donc un tableau qui représente les numéros de port que vous devrez connaître pour votre certif compte TIA. Certains de ces ports sont très couramment utilisés, comme par exemple le port 80 pour afficher les pages web sur Internet, le 443 pour des pages sécurisées qui demandent un identifiant et mot de passe, même si aujourd'hui la plupart des sites sont en HTTPS, et on a le port 25 qui est utilisé pour envoyer des mails à partir d'une application de messagerie comme Outlook de Microsoft.